Alors, bonsoir à tous, c'est Yannick et Johan, prêts à faire un cours magnifique de code de la route En ce vendredi soir, l'heure de l'apéritif. ce vendredi soir. Alors, donc aujourd'hui, mon cher Yannick, ça va être un sujet un peu particulier, les notions diverses. Donc, Parfait. comme on l'indique, tout ce qu'on n'a pas réussi à mettre dans un thème précis, on l'a mis là. Voilà. Je savais pas quoi en faire. Voilà, c'est tout ce qu'ils ne savaient pas quoi en faire, ils l'ont mis là-dedans. Ils ne sont pas embêtés. On n'y est pour rien, nous. Hein. Alors cette fois-ci, on va essayer de tenir le timing, de terminer au maximum à 19h, parce que je pense que tout le monde veut aller manger et puis respecter un rythme correct. Alors, ces notions diverses. Donc on l'a dit, hein, on va voir différentes choses qui vont arriver au fur et à mesure. Alors ça commence bien, en cas d'accident. C'est bien en tout cas ça. D'entrée de jeu, on Ça y met, va. C'est ça bien. met dans le tempo direct. Hop, on a fini avec les accidents hier, on recommence avec. Voilà, exactement. Alors, ceci est un triangle de présignalisation. Donc en gros, le truc, c'est dès que si on a un accident, si on a une panne, on sort avec notre triangle et puis on le pose comme ça, quoi, en fait. C'est pas la À peine l'arrache. des mesures exceptionnelles, on va dire. Le triangle de présignalisation, donc à la base, c'est fait pour prévenir les autres usagers qu'il y a eu un accident ou qu'on est en panne. Hein. Voilà, il sert à prévenir les autres usagers. Le problème, c'est qu'on le voit un peu trop souvent au bord de la route, les usagers qui sont en panne ou victimes d'un accident mettre le triangle trop proche du véhicule, donc les autres usagers n'ont pas le temps de le voir. Donc le triangle, en fait, il ne va pas se mettre n'importe où et n'importe comment. Il va se mettre toujours 30 mètres au moins avant votre véhicule. Alors, si à au moins 30 mètres, vous avez un virage avant ou un obstacle, il faut le mettre avant le virage ou avant l'obstacle. C'est surtout pour ne pas surprendre les autres usagers et pas créer un suraccident derrière. Donc, il va se mettre toujours à au moins 30 mètres du véhicule. Et, et un truc que l'on redit assez régulièrement aussi, faut bien penser avant de faire, enfin, avant de sortir et de l'installer justement, de mettre aussi un petit gilet rétro-réfléchissant. Alors là, il est jaune, mais comme tu l'as dit à plusieurs reprises dans les vidéos, il peut être aussi orange. Voilà. Du moment qu'il est homologué aux normes européennes, il peut être jaune ou orange. Bon, c'est vrai qu'on parle souvent du gilet jaune hein, par rapport à l'actualité qu'il y a eu la dernière année. Sauf que ce gilet, alors le gilet, il doit être au plus proche possible du conducteur. C'est-à-dire, il peut être dans la boîte à gants, il peut être dans la portière, pas forcément sur le conducteur ou sur le siège, hein, d'accord? Au plus proche possible du conducteur. Le triangle, on peut très bien le mettre dans le coffre, ça, il n'y a aucun problème. Alors, pour revenir sur le triangle, quelque chose d'assez important, alors je le répète souvent dans les salles de code, hein, mais ça me paraît assez important de le dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand votre triangle, quand vous l'achetez, moi, je vous conseillerais toujours d'essayer de le monter un petit peu avant. Voilà, comme ça, vous savez déjà le monter. C'est pas très compliqué, mais comme ça, parce que le jour de l'accident ou de la panne, ça vous permet à vous de savoir déjà comment on gère la situation avec le triangle, de ne pas perdre trop de temps et de savoir gérer la chose. En sachant quand on arrive, quand vous êtes accidenté ou en panne, on va être un petit peu dans la panique. Donc le fait de l'avoir déjà monté avant, ça vous permet de vous rassurer aussi. Mais je vous rassure, c'est quelque chose de très, très simple à monter, hein. Alors par contre, il y a souvent une précision qui est amenée, c'est on ne le met pas sur l'autoroute. Le triangle, non. Alors, le triangle, pas sur l'autoroute parce qu'il y a des bandes d'arrêt d'urgence Ouais. ou des espaces dédiés hein, euh, en cas d'urgence, d'accord, des petites zones avec des téléphones hein, pour contacter le service qui va pouvoir vous dépanner. Alors, en sachant que ces bornes, souvent on me pose la question, ces bornes, quand on téléphone, on arrive et on a quel opérateur au bout du fil. Alors, le premier opérateur que vous allez avoir, c'est les services de gendarmerie. Et c'est la gendarmerie qui va prendre toutes les informations et qui vont vous envoyer le personnel adéquat pour pouvoir vous dépanner assez rapidement.
soit vous êtes en panne ou soit il y a un accident. Voilà. Par contre, il y a les barrières de sécurité, donc c'est pour ça que le triangle, et normalement, on ne circule jamais sur la bande d'arrêt d'urgence parce qu'elle porte bien son nom. C'est ça que le triangle sur autoroute, on n'en a pas besoin. C'est vraiment en agglo ou hors agglo, mais jamais sur autoroute. D'accord. Faut Et l'éviter. par contre, Hmm. cette règle de 30 mètres, elle ne s'applique pas si par exemple je tombe en panne dans un virage et que l'entrée du virage est à plus de 30 mètres, ben, je vais devoir le mettre à plus de 30 mètres parce que c'est bien à l'entrée du virage, au début. Exactement. Exactement. C'est pour ça qu'on dit à au moins 30 mètres. C'est un minimum de 30 mètres. Après, tout dépend si on a un virage avant ou qu'on est dans le virage aussi, hein. On peut être dans le virage. Il faut vraiment que les autres usagers de la route puissent nous voir en amont pour qu'ils puissent réagir rapidement et pour éviter le suraccident. Donc, dans ce cas-là, eux, ils vont commencer à ralentir et derrière, ça va ralentir aussi. Le fait de voir un triangle, automatiquement, l'être humain, on est fait comme ça, hein, notre cerveau va détecter l'information suffisamment tôt et c'est pour ça que si on regarde le triangle, il y a du rouge tout autour. C'est pour interpeller assez rapidement, pour qu'on le voie de loin et à ce moment-là, ils vont pouvoir prendre leurs dispositions pour éviter qu'il y ait un suraccident, derrière. C'est en fait, en gros, ce que tu dis, c'est si on prend la distance de sécurité qui est de 2 secondes, quand on roule à du 90, c'est à peu près du 25 ou 27 mètres par seconde. C'est Ouais, 25. C'est 25 mètres par seconde. Donc en gros, le fait de le mettre 30 mètres avant, on va heu, avoir, on va le voir une seconde avant déjà, donc avant d'arriver dessus, et on aura une seconde de plus avant d'arriver au véhicule. Donc en gros, on est parti de ce postulat en fait pour exa dire cette règle. exactement. En fait, les experts, ils ont considéré quelque chose de très logique, hein, c'est ce que tu dis par rapport à notre distance de sécurité qu'on devrait avoir, donc d'en moyenne 2 secondes. Après, tout va dépendre de la vitesse. Mais ils ont juste déterminé ça par rapport à ce qu'ils avaient, déterminé par rapport à la distance de sécurité qu'on devrait avoir, tout simplement. Ils n'ont pas été bien plus loin parce que ça ne sert à rien et ça reste une question de logique et ça met tout le monde en sécurité et surtout tout le monde dans un meilleur confort aussi derrière. Ouais, mais au final, dans le virage aussi, on aura toujours ce fameux une seconde de temps de réaction. Donc au final, pourquoi avant le virage? C'est Alors qu'en fait, pourquoi avant le freiner dans un virage? comment? Faut pas freiner dans un virage en fait. Bah, il faut ralentir avant le virage. Après, normalement, quand vous êtes en circulation, on va toujours vous apprendre en conduite, hem, et d'éviter de freiner dans le virage. On va toujours ralentir avant et freiner avant et on va même, par rapport à l'adhérence, vous demander de réaccélérer légèrement dans le virage. Alors attention, pas des Michael Schumacher non plus, pour pouvoir agripper au sol beaucoup plus facilement. On parlait d'hier de la force centrifuge et là, ça en fait partie. Donc le fait de ralentir avant, de réaccélérer légèrement en rentrant dans le virage, ça va nous permettre d'avoir une meilleure adhérence. Sauf que là, dans ce cas précis, s'il y a un accident ou une panne, le fait de voir le triangle, on va ralentir bien avant le virage et ça va nous permettre de nous mettre en sécurité, de mettre les personnes qui sont sur le bord de la route aussi en sécurité. Alors, maintenant, quelques petits rappels par rapport à certains numéros d'urgence. S'il y en avait un qui était le plus important entre le 15, le 17, le 18, le 112, c'est le 112 au final aujourd'hui par Et, rapport à ah, l'Europe. alors aujourd'hui, c'est le 112. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, 15, 17, 18, c'est vraiment propre à la France, hein. Après, le 112, c'est un numéro, bon, voilà, ils apparaissent, hein, j'allais dire à quoi ça correspondait, mais ils apparaissent. Donc le SAMU, la police et les pompiers, c'est typique français. Après, le 112, c'est le numéro unique. On peut être n'importe où en Europe. On prend son téléphone portable, parce qu'aujourd'hui, quand même, la plupart des gens ont un téléphone portable, et vont prendre le portable et faire le 112. Et là, à ce moment-là, on va être redirigé vers le service adéquat pour pouvoir nous sortir de cette difficulté. Si on n'a pas de téléphone, ce qui peut arriver, et qu'on a un véhicule qui est équipé du SOS dans la voiture, on va actionner ce SOS. Il va nous géolocaliser et nous retrouver automatiquement. Et petite question, en fait, il y avait pendant un moment quelques questions sur le fait j'ai pas le droit d'utiliser de téléphone portable pour appeler les secouristes, mais il faut que j'aille absolument à la borne. C'est quoi le vrai Ouais, du alors au début, sur c'est ce qui autoroute? avait, Sur autoroute. ouais, sur autoroute, hein, attention, hein, sur autoroute. Sauf que le problème, c'est que des fois, la borne peut être loin
Donc, en fait, ils sont revenus dessus. Mais c'est vrai qu'au départ, ils avaient bien dit d'utiliser les bornes d'appel d'urgence, que ce soit sur autoroute ou sur voie rapide. Le seul problème, c'est que des fois, les bornes sont assez loin et pour éviter et pour que soit les forces de l'ordre ou alors les secours interviennent le plus rapidement possible, on a la possibilité d'utiliser ce téléphone portable. Alors attention, avant de l'utiliser, il faut d'abord protéger. Et quand on va protéger, c'est gilet, triangle, et on se met derrière la barrière de sécurité avant. Pareil, si on rejoint un poste d'appel d'urgence, c'est derrière la barrière de sécurité, c'est pas le long de l'autoroute. Comme j'ai déjà vu hein, à maintes et maintes reprises, ce n'est jamais sur le bord de l'autoroute. Il faut savoir que si on est sur le bord de l'autoroute ou sur des voies rapides, notre taux de survie, euh, il est très très faible. Donc là, la barrière de sécurité, elle est là pour vous protéger. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut utiliser cette barrière et se mettre bien derrière pour atterrir aux bornes d'arrêt d'urgence. Ok. Sauf si on est déjà dans le refuge où il y a la borne d'appel d'urgence. Hein. Ok. Alors, en cas d'accident, donc c'est bien de vouloir faire des choses. Par contre, il y a certaines choses à ne surtout pas faire. Comme par exemple attraper quelqu'un par les cheveux pour le déplacer. Non, en fait, le déplacer tout court. Et voilà. Ah. Sauf cas extrême. Alors, souvent, au code, on vous dit, quand il y a un accident, quels sont les gestes à faire. Donc, on parle souvent de protéger, on vient d'en parler, après d'alerter les secours et de secourir, donc le PAS. Hein, Passe. PAS, donc protéger, alerter, secourir. Par contre, là, dans ce cas précis, on demandera toujours ne pas secourir plutôt que de mal agir. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi. Après, il faut savoir quand vous allez quand vous allez alerter, on va vous expliquer au téléphone, la personne que vous allez avoir au téléphone va vous expliquer les premiers gestes à donner si on peut les donner, en attendant que les secours arrivent sur place. Alors après, mais pourquoi ne pas déplacer? Alors c'est pareil, ne pas déplacer sauf en cas extrême. En cas extrême, c'est quoi alors exactement? En cas extrême, ça veut dire que s'il y a un risque, par exemple, de suraccident, qu'on est au milieu de la voie et pour protéger le blessé, par exemple, si son véhicule est en feu, si son véhicule est dans un lac, par exemple, ce qui peut arriver, hein. Donc là, à ce moment-là, on va pouvoir le déplacer, mais c'est en cas d'extrême urgence. Mais C'est ça, tout. peut pas, il y en a, ils ont un bon apnée. Hein. Ouais, il y en a qui peuvent respirer sous l'eau aussi, hein, ouais. À moins qu'on ait tous un tuba dans la voiture, peut-être, ou une paille. Avec une paille, on peut respirer. D'ailleurs, sans faire de publicité, il y a quelque chose, il y a un petit outil qui existe, qui est pas très cher, qui s'achète dans les centres auto. Je me rappelle plus le nom exact, mais en gros, ça va être un système qui va permettre, c'est tout petit, c'est à peu près gros comme ça, à peu près. C'est ce qui permet de casser la vitre et de couper la ceinture de sécurité. Le problème, c'est que quand vous vous retrouvez sur le toit suite à un accident, et de se retrouver sur le toit, ça peut aller très très vite. Il suffit de taper le rebord d'un pont ou n'importe, on peut vite se retrouver sur le toit. La ceinture de sécurité, elle est tendue et c'est impossible à se détacher. Faut la couper, c'est Donc, tout. il faut la couper. Ce sont des choses comme ça, en fait, ça coûte pas bien cher. Vous pouvez le mettre en porte-clés à la voiture ou n'importe. Et voilà, ça peut sauver des vies. Donc voilà, petit aparté assez rapide. Alors, juste pour parler de la ceinture, dans 98% des cas, elle sauve la vie. Comme hier, tu as dit, tu as une petite anecdote d'une ancienne élève qui t'a dit on était dans le ravin, machin, où la ceinture sauve pas les vies. Dans tous les cas, elle sauve quand même la vie dans 98% des cas, leur sécurité. Hein. C'est bien pour ça qu'elle est là. Hein. Donnez à boire. Alors, ben, donner à boire, de toute façon, on n'a pas le droit de boire en conduisant, quoi qu'il arrive. Ça dépend ce qu'on boit. Donner à boire. Après, donner à boire. On a envie de lui redonner du baume au cœur. Ah, un petit verre de vodka ou de whisky, ça peut être pas mal, ça va densifier un petit peu. Alors pourquoi justement éviter de lui donner à boire? Parce que c'est vrai que des fois, on peut avoir des personnes qui nous le demandent même. Oui, alors, et c'est en cas d'intervention. S'il doit y avoir une intervention, il faut que l'estomac soit vide. Alors, après, on ne peut pas savoir ce qui a été ingurgité avant. Hein. Mais on enlève le maximum de risque. On enlève un maximum de risque. Voilà. D'accord.
c'est si derrière il y a un risque, par exemple, d'hémorragie interne qui se voit pas. Exactement, bon, bloc opératoire tout de suite, hein. Voilà, ok, d'accord, ok. Au moins c'est clair. Alors, retirer le casque d'un motard. Alors, c'est très facile à comprendre ça. Si vous chutez en moto, vous pouvez avoir les cervicales qui sont touchées. Si vous retirez le casque, vous risquez de tuer la personne. C'est ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les casques, donc il est interdit de repeindre un casque, de mettre des autocollants ou n'importe, parce qu'ils doivent être faits pour laisser passer les rayons X, pour faire une radio. C'est-à-dire que les motards sont amenés tels quels à l'hôpital, ils font un scanner, une radio. Il n'y a pas besoin de scanner forcément, mais au moins une radio pour vérifier qu'il n'y ait pas quelque chose qui soit touché au niveau des cervicales avant d'enlever le casque. Et souvent, ils le découpent. Il le découpe le casque en général, hein. Il l'enlève pas, hein, il le découpe, hein. Voilà, donc surtout ne faites pas ça. Alors, en cas d'accident, le constat amiable ou comment se faire avoir. Alors, je vais être très clair là-dessus. Le constat amiable, quand on n'en a jamais fait, c'est très compliqué de ne pas se tromper. En gros. Ah, j'ai eu une main levée. S'il y a des questions, je précise encore une fois, vous n'hésitez pas à nous les poser directement dans la petite zone questions-réponses, hein. C'est Loane, a priori. Hésite pas, Loane, à mettre ta question, on y répondra, il n'y a pas de souci, hein. Il y a nos sushis. Alors, voilà, donc. Tac, voilà. Ah, alors, le constat, on l'a mis en plusieurs parties. Bon, j'avoue que la qualité est pas top, mais bon, voilà, on va voir le principal. En haut, là, ici, vous allez avoir tout ce qui est état civil. Voilà, très clairement. Donc ça, vous pouvez le remplir en avance. La plupart du temps, si bon, le nombre de blessés ou autre, ça, vous pouvez pas le faire, ça, on va être clair. Alors, par contre, il faut pas hésiter s'il y a des témoins, à prendre les témoins, hein, parce qu'on ne le voit pas là sur la droite, hein. On parle Oui. de témoins, pas hésiter parce qu'en cas de doute, des assurances, des experts des assurances, en cas de doute, ils vont contacter les témoins, hein. Voilà. Le véhicule A, en premier, ça va être l'assurance. Voilà, donc là, vous pouvez le remplir. Non, l'assurance est ici, pardon, c'est en troisième. Là, en premier, ça va être le type de véhicule. Donc ça, vous pouvez le remplir avant. Alors pourquoi je vous dis de remplir les choses avant? C'est super, c'est pas grave si t'as pas fait exprès. Pas grave, Loane, t'inquiète pas. C'est super simple en fait à comprendre. C'est que si vous avez un jour un accident, je ne vous le souhaite pas, je touche du bois pour vous, mais si un jour vous avez un accrochage ou un accident, vous allez avoir l'adrénaline qui va être au maximum. Donc vous allez avoir la tête un peu dans les vapes. Au plus vous allez remplir de choses avant, et au moins vous risquez de faire des bêtises. Tout simplement. Donc, il faut le faire en amont. Alors, en sachant que normalement, logiquement, le véhicule A, c'est le véhicule qui n'a pas causé l'accident. Mais peu importe, hein, après, on peut le remplir A ou B, peu importe. Le faire en amont, pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous arrivez il y a un accident, vous êtes impliqué dans l'accident, avec la panique, c'est là où on va faire des erreurs. Donc, pour éviter l'erreur et pour éviter des problèmes après derrière, parce que les assureurs, des fois, ne cherchent pas à comprendre, hein, ils vont prendre le constat comme il a été fait et après, tant pis pour vous. Le seul problème, c'est que ça peut vous causer du tort. Donc, c'est pour ça que le remplir en amont, les parties qu'on peut remplir, hein, comme l'assuré, le véhicule, toutes ces choses-là, on peut le remplir en amont et comme ça, vous êtes tranquille. Ça vous évite le jour de l'accident, si ça vous arrive, et ce que je n'espère pas non plus, comme Johan, ça vous permet d'avoir fait le trois quarts du travail. Donc, si on résume, là ici, on va avoir le premier carré, c'est le conducteur, non? Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est le conducteur. Là, le conducteur, bon, ça va voir, hein, mais après, il va y avoir le véhicule. Donc là, ici, le type de véhicule. Là, la remorque. Si vous avez une remorque, donc ça, bon, vous ne pouvez pas le remplir en avance, on va être clair. Là, Alors, juste pour le premier, pour le conducteur, il marque preneur d'assurance. D'accord? Sauf que preneur d'assurance, ça veut dire le conducteur, hein. voilà. Tac, donc ça, bon, pour la première partie, voilà. En dessous, putain, voilà, qualité, elle est horrible, la qualité. Elle est magique. Oh là là, putain, elle est horrible. Donc là, l'assurance. Là, ici, donc, alors ça se voit pas trop, mais vous avez une moto, une voiture et un camion. Donc ça dépend le véhicule que vous avez. Donc vous allez avoir une voiture. Alors, ce qu'on va vous demander, ça va être de mettre une flèche à l'endroit de l'impact. Donc, je précise,
Une flèche, ce n'est pas un rond, ce n'est pas une croix, c'est une flèche. Il y a trop de constats où les assureurs se prennent un malin plaisir à trouver ça pour trouver une petite faille en disant oui, bah écoutez, c'est voilà, vous n'avez pas mis la flèche, je ne savais pas exactement ce que c'était, ça se contredit. Mettez une flèche, point. Là, c'est pareil, indiquer les dégâts visibles. Dégâts visibles, alors, il y a une phrase qu'il faut retenir et qu'il faut mettre telle quelle. Si vous tapez à l'avant, choc avant, attente d'expertise. Vous faites taper à l'arrière, choc arrière, attente d'expertise. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on va dire qu'il y a beaucoup de plastique au niveau des pare-chocs. Si vous faites rentrer dedans à l'arrière, il y a des chances que votre pare-choc rentre, abîme la caisse de la voiture et ressort. Et à ce moment-là, vous pouvez dire que c'est juste des égratignures, donc rayures pare-choc, alors qu'en fait, aussi bien, vous avez un marbre à faire, et ceux qui ne savent pas, un marbre, ça peut coûter le prix de la voiture. Sur une voiture, pour la première voiture. Donc il faut bien le marquer en amont pour pas avoir de problème. Mais si après derrière, il n'y a rien, comme Yoann expliquait, sur le pare-choc arrière, vous avez en fait une traverse qui est derrière le pare-choc. Cette traverse, en fait, elle va. Alors, les véhicules aujourd'hui, en fait, ils sont étudiés pour pouvoir répondre au choc, au petit choc bien sûr, mais pas au gros choc, pour pouvoir répondre au choc. Et en fait, ça va déformer la caisse et elle va revenir. Le seul problème, c'est que ce traverse derrière le pare-choc va bouger. Vous n'allez pas le voir visuellement. Alors, soit on ne pourra plus ouvrir le coffre, soit on ne pourra plus sortir aussi la roue de secours. Donc, ça a bougé en dessous. Le problème, c'est que s'il n'est pas marqué sur le constat, l'expert, quand il va passer, il va reprendre simplement le constat. Ils ne vont pas s'embêter parce que les assureurs, moins ils en payent, mieux c'est, ce qui est tout à fait logique. Donc, ils vont regarder le constat. Si on ne l'a pas noté, ils ne reviendront pas dessus. Donc, c'est pour ça, et bien le faire, même s'il n'y a rien, au moins on l'a fait et on est protégé. Là, ici, juste en dessous, il va y avoir un petit onglet où vous allez pouvoir rajouter des choses. Du genre que la personne a glissé avant. Enfin, toutes les remarques que vous ne pouvez pas mettre plus haut, vous allez pouvoir les mettre dans la petite case juste ici. En fait. C'est une case, c'est marqué observation. Hein. C'est Voilà. juste parce qu'on ne le voit pas, mais en fait, sur cette case-là, c'est observation. Vous mettez vos observations assez rapidement et le plus concis possible pour que l'expert il puisse le comprendre rapidement. Alors ensuite, on va arriver en haut à droite. Bon, on ne le voit pas trop encore une fois. C'est la même chose. Hein. Là, ce sont les blessés. Alors les blessés, oui, même légers. Alors il faut savoir que quand vous avez l'adrénaline qui est présente, vous risquez de ne rien sentir. Donc même si vous avez une toute petite douleur, notez-le. Il faut le marquer. Voilà, c'est très important. D'autant plus que si en plus il y a un blessé, vous appelez les pompiers ou n'importe, ils doivent venir et ce sont les policiers qui remplissent le constat d'ailleurs. C'est eux qui le font, c'est un constat de police. Hein. Ils vont faire le constat. Et là, pour l'assurance, on est protégé, entre guillemets, hein, parce que le constat a été fait par la police. Et au moins, on est sûr que avec l'autre personne, on aura moins de problèmes. Ça évite, voilà, parce que des fois, alors attention, ils se déplacent, parce que normalement, quand il y a un constat et il y a un problème entre les deux usagers de la route, si c'est que du matériel, ils ne se déplacent plus. Ils vont se déplacer que s'il y a des blessés, même légers. Donc, c'est pour ça, s'il y a un blessé, même très léger, on les avertit et là, ils se déplacent. Il faut savoir que pour du matériel, ils se déplacent presque plus, voire pas. J'ai une question. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé parce que je suis arrivé en retard, mais est-ce qu'on doit donner la plaque d'immatriculation au secours si on est victime ou témoin d'un accident? Oui. Très bonne question. Alors, très bonne question, Loane. Cette fois, tu l'as fait exprès. Alors, la plaque d'immatriculation, si tu as réussi à retenir la plaque d'immatriculation, donc déjà, si le véhicule est parti et que tu es témoin ou même victime, le fait d'avoir la plaque d'immatriculation, les forces de l'ordre vont le retrouver très rapidement. Parce que la plaque d'immatriculation appartient au véhicule, donc à son propriétaire. Donc, si on a la plaque d'immatriculation, c'est parfait. Ils vont pouvoir le retrouver grâce à ça. Donc, si on peut l'avoir, c'est mieux. Voilà, tout simplement. Alors, vérifier les indications, oui. Alors, bien évidemment, ce que note le conducteur adverse, il faut le noter.
dans le véhicule B. Alors, notez-le vous-même, oui, si vous voulez. Après, bon, si vous tombez sur une personne de bonne foi où ça se passe bien, il n'y a pas Après, de toute façon, en bas du constat, on doit le signer tous les deux. Les deux parties doivent signer le constat. Et il faut qu'on soit quand on l'a signé, ça veut dire qu'on est d'accord avec ce qui a été mis avec l'autre usager. Donc, bien faire attention à bien le lire correctement avant de le signer. Une fois qu'on a signé, on ne peut pas revenir en arrière, hein. Il est signé, hein. Alors là, on va reparler. Alors, je vais repartir sur celle-là de case. Voilà. Là ici, vous avez au milieu des cases à cocher. Alors, très important, bon, je le précise, même si ça paraît logique, vous remplissez pas un constat au crayon à papier. Ça va de soi? Alors, en premier, en fait, les premières cases, ça va être tout ce qui va toucher au stationnement. Voilà, tout ce qui va sortir. C'est ça. Si je C'est sors ça. d'un stationnement, si je sors d'un parking, si je rentre, enfin bon, bref, tout ce qui rentre tout ce qui tient lieu de manœuvre, en gros. Ensuite, ça va être tout ce qui va être dans la partie pratique. Si C'est on se croiser ou rentrer par l'arrière. Après, il y a aussi les virages, il y a changement de fil, il y a le déplacement justement du véhicule. Exactement. Alors, par contre, sur ces cases, juste pour mettre un petit point, un petit accent dessus, sur ces cases, surtout, alors à pas se tromper par rapport au croquis qu'on aura fait en bas et les flèches par rapport à l'endroit où l'accident a lieu. Par contre, ce qui est important, c'est de cocher vraiment les bonnes cases ou la bonne case. Mais si on a plusieurs, on peut cocher toutes les cases. Par contre, il faut bien marquer alors, le nombre de cases qu'on a cochées. Vu qu'on aura chacun un exemplaire du constat, pour pas que la partie adverse rajoute une case derrière. Parce que si on ne rentre pas le nombre de cases qu'on a cochées, il peut changer. Donc, surtout à faire attention, on ne fait confiance à personne. Voilà, donc ça sera juste en bas la petite case où il y a En le bas, nombre de cases cochées. c'est ça. Là, ici, très important de cocher que là où les cases, donc ça, voilà, on vient d'en parler. Le croquis. Alors, le croquis, c'est pareil. Donc, il y a l'indication de ce qu'il faut noter. Très clairement, ça va être. Alors, vous embêtez pas à faire des voitures. Voilà, vous faites des voitures type tonneau, hein, comme Comme Johan j'adore. il sait faire, un rectangle. Voilà, vous vous embêtez pas, vous faites un rectangle. Il faut noter la direction dans laquelle sont allés les véhicules. Donc, vous faites une flèche à l'intérieur ou un petit triangle, voilà, Il pour dire faut, dans le il sens. faut, il faut bien marquer aussi si on est le véhicule A ou le véhicule B. Donc, dans votre rectangle de la voiture, vous mettez soit A ou soit B. Voilà. Et Ben, ça, c'est surtout, important. le croquis doit être au moment de l'impact. C'est ça. Voilà, c'est-à-dire comment se situent les voitures au moment de l'impact. Ça ne sert à rien de faire comme ça et de mettre une flèche. C'est Ça ne ça. sert à rien. Il faut que ce soit au moment de l'impact. Voilà. Le nom des rues, au plus vous allez être précis et au mieux votre assureur va pouvoir regarder, en fait, va pouvoir voir ce qu'il en est, tout simplement. Alors, tout simplement, en fait, quand il y a un constat comme ça et qu'ils ont un petit doute ou en fait, ils envoient un expert directement sur les lieux et l'expert va déterminer comment l'accident a pu avoir lieu. Alors, après, bien sûr, avec le constat, mais souvent, ils se déplacent et ils vont voir quand ils ne sont pas sûrs et ils vont voir sur les lieux comment ça a pu arriver. Donc là, quand il se déplace, il va regarder forcément le nom de la rue, mais il va regarder s'il y a des traces de pneus par rapport au freinage. Il va regarder la distance d'arrêt, distance de freinage. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut être le plus explicite possible dessus pour faciliter le travail de l'expert. Et ensuite, ben, au final, les deux conducteurs doivent signer le constat. Voilà. Alors, en parlant de signature, souvent on me pose aussi cette question, c'est pour ça que j'interviens, Johan. On me dit si je ne le signe pas, est-ce que c'est valable ou pas? Alors, Très bonne question, ça. donc c'est une bonne question. Alors en fait, si on ne signe pas le constat, mais que l'autre l'a signé, on va le donner quand même à notre assureur parce qu'on n'était pas d'accord. Et là, c'est les experts des deux compagnies d'assurance qui vont se mettre d'accord. On est en droit de ne pas signer le constat, sauf que là, dessus, à partir de là, on n'aura plus la main sur le constat. C'est les experts des deux assureurs qui vont se mettre d'accord. Donc, vaut mieux se mettre d'accord avec la partie adverse. Comme ça, au moins, on a beaucoup moins de problèmes à l'arrivée. Parce que des fois, quand les deux experts n'arrivent pas à se mettre d'accord,
ils évaluent les risques à 50% chacun, hein. Donc voilà. Après, on peut tomber sur quelqu'un forcément de pas très honnête, enfin de malhonnête, et ça se passe mal. Donc après, on laisse décider les assurances. Voilà. C'est juste pour rebondir là-dessus. Un petit conseil, n'ayez pas d'accident, ça réglera les problèmes. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Sortez pas de chez vous, c'est mieux. Et tu sais, le mec, il dit ça, tu vois, alors que c'est mais comme si c'était voulu, c'est les accidents. Al Juste par rapport au constat aussi, Johan, pour tout le monde, là, on a vu un constat papier, d'accord? Il faut savoir qu'il y a des e-constats qui existent aussi, hein. Donc on peut le faire aussi bien papier, on peut le faire aussi si on n'a pas de constat, si les 2 parties n'ont pas de constat, on peut le faire sur un papier libre, c'est à savoir, et vous avez des e-constats qui existent, hein, directement, via le net. Donc ça, c'est possible aussi de le faire. Il faut savoir qu'un constat est européen aussi, donc il est valable dans tous les pays d'Europe. Bah, c'était juste Oui, c'est pour le dire. important. C'est des questions qui peuvent tomber aussi au code. On pose la question, est-ce que le e-constat est valable? Oui. Et sur un papier libre, on peut le faire aussi. Alors maintenant, parce que là, on a le petit emoji qui a très très peur justement quand on parle de la ceinture de sécurité. Alors, je sais que tu aimes bien les emojis que j'utilise, Yannick. Quand ils ont la bouche ouverte comme ça, je kiffe. Alors, le taux de mortalité est 2 à 3 fois plus élevé que celui des ceinturés. Donc, on avait vu une statistique où c'était 20% des accidents mortels sont avec. Enfin, les personnes qui sont tuées pour 20% ne portent pas de ceinture de sécurité. C'est ça. Voilà. Donc, alors, très clairement, aujourd'hui, ne pas porter la ceinture de sécurité, je comprends pas. C'est pour ça que c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. La ceinture de sécurité, dans 98% des cas, elle sauve la vie, hein. Il y a toujours un pourcentage, bien sûr, un ratio, on ne peut pas dire du 100% parce que ce ne serait pas vrai, complètement, parce qu'il y a des cas inédits, on va dire, exceptionnels, comme l'histoire du ravin, heu, qui m'a bien fait rire, celle-là, je vais la garder. En gros, je vais la dire assez rapidement parce que sinon, en gros, ça a été quelqu'un qui disait que elle connaissait une personne qui a eu sa vie sauvée parce que elle portait pas de ceinture. En gros, elle est arrivée dans un ravin, quoi, en fait, et elle a eu juste le temps d'ouvrir la portière, de se jeter de la voiture, et la voiture est allée dans le ravin. Mais en fait, là où ce qu'elle n'a pas compris, et ce qu'il faut analyser, c'est pourquoi la voiture est allée dans le ravin. Bah, qu'est-ce qui s'est passé en amont? Voilà, parce que c'est ça le problème. Et quand on creuse un peu, on se rend compte que il n'a pas bu que de l'eau. Voilà. Et Il y avait puis, peut-être le il allait téléphone? un peu trop vite et il regardait pas trop la route. Donc ça fait un peu beaucoup. Et en fait, non, ce qui lui a sauvé la vie, entre guillemets, c'est sa bêtise. Là, ça lui a sauvé la vie, mais pour 98% des cas, très clairement. Ça sauve la vie. Et c'est pour ça qu'elle est là, hein. Ce que je disais hier, hein, juste pour ceux qui n'étaient pas là hier, voilà, par rapport au début des années 80 où il n'y avait pas de ceinture de sécurité, les années 70 ou avant, début 80, pour pas citer la marque, c'était Citroën qui a mis la première ceinture de sécurité en place dans les véhicules. On était quasiment à 18 000 tués sur les routes. Aujourd'hui, hein, on a fait le ratio, on a un peu plus de 3 200 tués. Donc, et c'est aussi essentiellement grâce à cette ceinture de sécurité. Voilà. Et bien sûr, il y a aussi l'évolution des véhicules, hein, mais la ceinture de sécurité n'y est pas étrangère. Alors après, il y en a qui peuvent être dispensés. Donc tu citais les taxis. Mais par contre, voilà, si vous avez un certificat médical, vous pourriez avoir une dispense. Mais c'est Oui. plutôt rare quand même, hein. Même les personnes enceintes, les femmes enceintes, peuvent porter la ceinture. Vous avez des questions au code comme ça, un peu Non, vicelard. non, elles peuvent pas, elles Non, doivent la porter. elles doivent, oui, j'ai dit elles peuvent. Non, 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 elles doivent porter la ceinture. Ouais, non, mais souvent j'ai entendu, ouais, mais ça me gêne, mon ventre, mon machin, bah tu montes pas dans la voiture. Voilà. La voiture, la ceinture de sécurité dans la voiture, elle va te sauver ta vie à toi et la vie de ton enfant aussi. Parce que là, du coup, forcément, il y a deux personnes. S'il n'y a pas un médecin qui délivre un certificat médical qui exempte
de mettre la ceinture de sécurité, on doit la mettre, quelles que soient les circonstances. C'est une obligation. Mais je rappelle que c'est plutôt rare, hein, encore une fois. C'est très très rare, on en voit très rarement. Alors, les sièges homologués. Donc, dans une voiture, on ne peut pas mettre une chaise en plastique. C'est ça que ça veut dire, non? Ah non, c'est les sièges enfants. Une chaise Donc, de camping. euh, Il y a donc aussi pour les sièges enfants, alors, obligatoire pour les enfants. Par contre, un enfant, jusqu'à preuve du contraire, on va dire qu'en dessous de 18 ans, c'est un enfant, vu qu'il est mineur. ouais, Donc, ben, ouais, jusqu'à c'est 18 ans, il ça. va pouvoir monter dans un siège enfant, n'est-ce pas? Ah, c'est ça, on le met dans un réhausseur, tu vois, normal. Heu, non, en fait, alors les sièges, c'est moins de 10 ans. Faut savoir qu'après, il y a des catégories par rapport aux enfants. Il y a des sièges, 0 à 9 ans, il va avoir un siège bien particulier, comme un berceau qu'on pourra mettre aussi, dans le véhicule. Après, il y a des sièges adaptés quand il ou alors on peut le mettre aussi dans ce qu'on appelle aussi un cosy qu'on peut mettre sur le siège passager devant ou derrière, peu importe, dos à la route. Et après, en fonction de l'évolution de l'âge de l'enfant, on va changer de catégorie de siège. Mais jusqu'à 10 ans, c'est obligatoire. Jusqu'à Voilà. 10 ans. Ce que j'aime bien aussi, c'est expliquer le pourquoi. Donc, on va voir avec notre mannequin Gigi. Gigi. C'est le nom du mannequin, Gigi. Gigi. Voilà, pour Ghislaine. Alors, en gros, le problème d'un enfant, c'est que si on met la ceinture, ben, ouille, il peut avoir très très mal. Parce que la ceinture va lui arriver ici. Donc, autant vous dire que ben, quand vous freinez très fort ou quand vous avez un accident avec la ceinture ici, ça fait des dégâts considérables. Donc, pour éviter ça, on met un réhausseur. Et là, on a la ceinture qui joue pleinement son rôle. La ceinture, en fait, elle doit être, que ce soit pour l'enfant ou pour l'adulte, hein, peu importe, mais la ceinture doit passer sur l'épaule et elle doit maintenir au niveau de l'épaule. Alors après, on a aussi le deuxième morceau de la ceinture qui est au niveau du bassin pour maintenir le bassin du corps humain dans le siège, mais le haut de la ceinture doit passer sur l'épaule. Alors après, c'est pareil, les voitures maintenant, elles sont adaptées avec un clips en haut de la ceinture pour pouvoir le régler en hauteur et en descente pour les personnes qui seraient plus petites ou plus grandes, pour pouvoir régler. Comme Johan et moi, par exemple, on ne va pas avoir la même taille de ceinture. Parce que moi, je suis très grand, Johan est très petit. Voilà, c'est un ratio, c'est ça. Hein. Donc, en fait, c'est surtout pour pouvoir régler la ceinture en hauteur pour éviter qu'elle nous passe dans le cou. Voilà. Elle doit être maintenue sur l'épaule pour nous maintenir dans le siège. Alors, par la suite, ce qu'il faut se poser, c'est qu'il y avait la ceinture de sécurité, mais on a rajouté quelque chose pour pouvoir s'endormir convenablement dans sa voiture une fois qu'on est arrêté. Les airbags, n'est-ce pas? Ouais. C'est pour pouvoir dormir sur l'autoroute, c'est ça? On les met en route et puis on peut dormir. Voilà, on met pilotage automatique, c'est parti. Voilà. Alors, donc, alors j'ai entendu des choses par rapport aux airbags, comme quoi ça, ben, ça peut tuer aussi, c'est ultra violent, c'est trop violent, il y a des dommages irréversibles, il y a... Quel est le vrai du faux en fait avec ça? Alors, le vrai du faux, alors il y aura toujours, de toute façon, comme avec la ceinture, il y a toujours voilà, des gens qui vont critiquer ces choses-là. Il faut savoir que les airbags font partie, comme la ceinture, de votre sécurité active dans la voiture. Parce qu'il y a la sécurité passive, mais on a une sécurité aussi active. L'airbag, en fait, va vous empêcher d'aller taper, par exemple, la tête. Alors, si on parle de l'airbag frontal, donc celui qu'on va avoir en face de nous, va vous éviter, soit pour le passager, d'aller taper la tête dans le tableau de bord, ou pour le conducteur d'aller taper la tête dans le volant. Donc, forcément, d'avoir des dégâts beaucoup plus importants. L'airbag, ça reste juste un coussin qui va amortir le choc et qui va nous permettre de rester bloqué dans le siège pour éviter qu'on bouge. Le corps humain, il n'est pas fait pour ça non plus. Il faut savoir que sans les airbags, bah, même aujourd'hui avec les airbags, euh, quand les secours arrivent sur un accident, que la personne, par exemple, elle est décédée, il n'y a, a plus de sang comme on pouvait avoir avant sans les airbags, sans la ceinture. Pourquoi? Parce qu'en fait, le corps humain n'a pas bougé. Donc forcément, il n'y a pas eu d'impact sur le corps humain. Donc à ce moment-là, c'est une hémorragie, mais plutôt interne qui va se passer.
Et les airbags vont vous sauver la vie parce que vous avez les airbags frontaux, mais vous avez aussi sur certains véhicules les airbags latéraux qui vont empêcher la tête de bouger. Donc en fait, les airbags peuvent vous sauver aussi la vie comme la ceinture de sécurité, que ce soit pour le conducteur ou pour les passagers, hein. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est justement, on parlait de l'énergie cinétique. euh, c'est en fait, quand on va rouler à 90 km/h, vous avez la voiture, mais bien évidemment, vous allez aussi à 90 km/h. Si vous vous tapez un platane, la voiture s'arrête d'un coup. Par contre, votre corps a une énergie énorme parce que vous êtes poussé à 90 km/h directement, quoi. C'est-à-dire vous faites un 90 km/h zéro instantanément. Bah, en fait, votre corps, à ce moment-là, par rapport à l'impact, le poids de votre corps est multiplié par 100 dans l'impact. Donc, ce qui veut dire qu'un homme de 70 kilos ou une femme de 70 kilos, peu importe, par rapport à l'impact, en moyenne, le poids de son corps est multiplié par 100. Donc, quelqu'un de 70 kilos, vous imaginez en fait le poids de son corps au moment de l'impact. Il va être énorme. Il y a certains pompiers qui peuvent retrouver, par exemple, je pense que tout le monde a vu un volant, comment c'était dur. Il y a certains pompiers qui ont retrouvé dans des accidents un peu violents le volant qui était plié. Aussi, ouais. Ça, Voilà. c'est, Croyez-moi. c'est aussi par rapport à la force donc le poids du conducteur. Donc je vous laisse imaginer la force qu'il faut mettre dans un volant pour le plier, très clairement. C'est énorme. C'est énorme. Alors, les airbags, justement, on voit des fois en allant en vacances ou n'importe, des personnes mettant leurs pieds sur les airbags, vous savez, pour dormir. Et en fait, très clairement, il faut éviter de mettre tout objet ou même les pieds devant un airbag. Alors, tout objet parce que ça fait un projectile, très clairement. Et les pieds, pourquoi? Parce qu'on fait un peu portefeuille. Et en plus de ça, quand vous êtes allongé, alors on va élargir un peu, quand vous êtes allongé dans la voiture, en plus, vous passez sous la ceinture. Donc là, vous avez la totale, en fait. En gros, si vous vous allongez dans une voiture et les pieds sur les airbags, la ceinture de sécurité sert à rien et les airbags sont là pour vous tuer. Exactement. Et La si ceinture vous vous ne tue tuez parce que ça pas, va vous arracher la tête. Donc, c'est ça. Si vous ne tuez pas, vous arrachez les jambes voilà. aussi. Donc, il vaut mieux éviter. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, pour tous ceux qui regardent, mais moi, personnellement, je préfère éviter dans ces cas-là. Bah, et en sachant que, vu que la ceinture de sécurité ne joue plus son rôle, ni l'airbag, on risque aussi d'être éjecté de la voiture, hein. Exactement. Alors, quelques points aussi, quelques outils, comme les limitateurs de Alors, vitesse. Ou alors... juste Johan, deux petites secondes sur les airbags. Parce que là, on a fait un point là-dessus. Je frise. Comment? Je frise, je me mets en pause. Ah, ok, vas-y. Alors moi, je me mets en actif, en on. Euh, euh, pour les airbags, on parlait des enfants tout à l'heure. Alors, quand on a un bébé dos à la route, juste pour faire un tout petit point là-dessus, quand on a un bébé dos à la route, dans son siège, il faut désactiver l'airbag côté passager. Là, par contre, à ce moment-là, ça peut tuer l'enfant. C'est important de le préciser. Ça peut l'étouffer. Ouais, voilà. Puis c'est des choses qui reviennent. Ouais, mais c'est important pour le bébé, quoi. ouais, Je pense qu'il y en a, ils ont peut-être des bébés ou vont en avoir, hein. Donc, vaut mieux le dire. Alors, un limitateur de vitesse, un régulateur de vitesse. Bon, alors la différence entre les deux, le limitateur de vitesse, ça va être la vitesse maximum à laquelle vous allez pouvoir aller. Très clairement, sur autoroute, mettre un limitateur de vitesse plutôt qu'un régulateur de vitesse qui va vous permettre d'avoir une vitesse constante, personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt. Par contre, si on prend les routes de campagne ou routes hors agglomération, peu importe lesquelles, le limitateur de vitesse va vous permettre de relâcher l'accélérateur, mais d'accélérer et surtout ne pas vous faire surprendre par un excès de vitesse. En fait, vous êtes aux commandes, enfin, vous êtes quand même le maître à bord, tout en pouvant gérer votre vitesse comme vous le souhaitez. Voilà. Par contre, le régulateur de vitesse dans la partie éco-conduite n'est pas conseillé.
par Non, rapport il au n'est pas conseillé du tout parce qu'on a toujours une vitesse constante. Et le problème, c'est que si on veut le désactiver, il faut appuyer sur le frein ou sur l'embrayage, ou sur le frein sur l'embrayage. Et le seul problème à ce moment-là, c'est que forcément, en éco-conduite, ça ne fonctionne pas. Vitesse constante, donc forcément, on va consommer plus. Et au moment où on va activer les freins, on va manger plus de freins, plus de pneus. Voilà. Et plus de dégagement de CO2 aussi. Alors après, on va avoir aussi le GPS. Bon, la plupart du temps, bon, les voitures maintenant d'office ont un GPS intégré. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser, pour pas citer la marque, Waze sur le téléphone portable. Et qui est plutôt pas mal étant donné qu'il y a il vous permet de prendre la route qui vous fera arriver avec le moins de temps. Voilà, très clairement. C'est le principal avantage. Je ne parle pas des autres avantages, n'est-ce pas? Je m'arrêterai là. Et bien sûr, Waze sur le téléphone portable, on le donne aux passagers. Ou alors on le fixe directement sur un support. On le fixe, mais pas dans la main. De toute façon, d'avoir un téléphone à la main, vous pouvez avoir les 3 points et les 135 € d'amende. C'est ça. Voilà. C'est Juste le téléphone fait tenu en main. d'apporter le téléphone, de le déplacer, vous pouvez avoir ça. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas précisé parce que ça me semblait logique, mais tu as bien fait de le préciser, en effet. Radar et caméra de recul. Bon, alors ça, une bonne fois pour toutes, quand je le mets, au final, ça va sonner. J'ai plus besoin de me retourner en fait pour faire une marche arrière. Ah, forcément, oui. Bah oui, parce qu'on est en sécurité, tout le monde est en sécurité autour. Alors, le radar de recul, la différence entre le radar et la caméra, le radar, vous allez avoir des petits bips. Donc, qui vont être directement, en fait, les radars seront directement sur votre pare-choc derrière votre véhicule et vont, quand vous allez arriver proche d'un obstacle, ça va biper pour vous avertir euh, de l'endroit où vous êtes par rapport à l'obstacle. Plus vous vous rapprochez, plus les bips vont être constants et plus rapides et plus forts. La caméra de recul, vous allez avoir une vision avec la caméra derrière sur ce qui se passe. Par contre, on n'a pas une vision sur l'ensemble du véhicule, sur ce qui se passe autour. Donc, ça n'empêche pas le contrôle autour du véhicule. C'est pas parce on a des options sur le véhicule qui vont. Alors, c'est bien parce que ça va nous empêcher, ça va nous donner une sécurité supplémentaire, mais on doit contrôler quand même ce qui se passe autour. Donc, ce qui veut dire qu'on doit tourner la tête. Très clairement, les caméras. Alors, c'est vrai qu'il y avait une pub pendant un moment où vous avez une personne qui posait son gâteau de mariage derrière une voiture qui faisait son créneau. Et heureusement qu'il y avait la caméra de recul qui permettait de voir le gâteau de mariage et s'arrêter avant. La réalité, ça va être si vous avez un gamin qui joue au cache-cache derrière votre voiture. C'est-à-dire que ça va être pour les objets qui vont être vraiment en bas. Typiquement le gamin, typiquement aussi un espèce de gros plot en béton qui peut vous esquinter la voiture aussi, des choses comme ça. Mais les radars de recul sont déjà très efficaces. Le problème aussi, par contre, des radars de recul, c'est que s'il y en a un qui est en panne et que vous ne faites pas attention, ça peut faire aussi des dégâts. Exactement. Donc, il ne faut pas se fier qu'à la technologie. Il faut se fier plutôt à vous. Des outils d'appoint. Après, c'est sûr que c'est très confortable. Attention, je ne dis pas le contraire. Ah oui, oui, c'est des très très bons outils pour améliorer la visibilité et le confort, mais ça n'exclut pas que on garde nos bonnes habitudes de regarder aussi ce qui se passe autour de nous. Alors, un autre point qui est assez important, ça va être le téléphone. Alors, le téléphone main libre. Bon, une bonne fois pour toutes, le téléphone, vous mettez votre fil, voilà, le kit piéton, c'est totalement interdit. Il y en a qui me disent ouais, mais si je dis aux flics au final que j'écoute la musique, mais t'as pas le droit. Alors redescends. Voilà, tu n'as pas le droit, c'est interdit. Pareil, si vous mettez des gros casques à l'appareil qui font office de kit Bluetooth, on n'a pas le droit. Voilà. La casquette, on peut, le casque, on peut pas. Le seul truc qui est toléré, donc pas autorisé, mais toléré, ça va être le kit Bluetooth intégré au véhicule. Donc, ce qu'on appelle intégré au véhicule, c'est typiquement dans le poste radio directement. C'est ça. Voilà.
Après, dans l'autre vidéo, on a pu voir le pourquoi du comment on n'a pas interdit simplement le téléphone. D'ailleurs, On en a parlé hier, je crois. ouais, je vous invite à voir la vidéo quand elle paraîtra. Alors, entretien et vérification, les sculptures et usures des pneus. Donc, il y a le petit témoin d'usure, donc pareil, on en avait parlé, à 1,6 mm. Alors, ces 1,6 mm, comment ils sont calculés d'ailleurs? C'est intéressant ça. Comment ils sont calculés? Alors, ils sont calculés par rapport, parce qu'en fait, quand ils fabriquent les pneus, les fabricants de pneus, alors forcément, ça a été fait aussi en lien avec la sécurité routière. Par rapport ils se sont rendus compte que en dessous d'1,6 mm, l'eau, par exemple, quand on parle d'eau, parce que c'est l'eau, le pneu qui évacue l'eau, en dessous d'1,6 mm, il n'évacue plus d'eau du tout. Donc, on a notre crampon qui va arriver quasiment à même le pneu, qui va réduire, et il y aura plus d'eau parce qu'on n'aura plus de sculpture sur le pneumatique. Donc là, le 1,6 mm a été calculé par rapport à ça, par rapport au dégagement de l'eau sur la route, sur la chaussée. Donc là, il n'y aura plus d'adhérence. Et là, à ce moment-là, si on est en dessous de ce seuil de 1,6 mm, on a des risques de partir en aquaplanage. On a toujours des risques, même avec un pneu neuf, d'accord? Mais quand on arrive à ce seuil d'1,6 mm, on est vraiment au bout du bout. Voilà. Et donc, en fait, alors, par contre, je vais démystifier un petit peu les différentes marques de pneus. C'est pas parce que vous allez acheter un pneu premier prix dans un centre auto, en France, je précise, ou que vous n'allez pas être en sécurité. Ça serait faux. Parce qu'ils doivent passer certains tests. En France, quand un objet est vendu sur le marché français, surtout qui est en lien direct avec la sécurité, peu importe, hein, même vos outils électroménagers ou autres, ils doivent passer plusieurs tests et les pneus sont poussés à l'extrême à chaque fois. C'est-à-dire que vous pouvez être en sécurité avec un premier prix, c'est pas ça le problème. Par contre, il vieillira beaucoup plus vite. Peut-être que sa gomme se chauffera moins en hiver aussi. Peut-être que, voilà, il va y avoir certaines choses, c'est sûr. Mais vous serez quand même en sécurité. Ouais, il aura juste un meilleur rendement que les pneus plus haut de gamme, hein, d'accord, milieu de gamme ou haut de gamme. Il aura un meilleur rendement, sauf que sa durée de vie va être beaucoup plus courte. Alors après, forcément, il aura pas, les pneus haut de gamme n'auront pas forcément le même rendu, ils seront beaucoup plus efficaces, mais ils auront subi les mêmes tests que les autres pneus, que ce soit du premier prix ou du haut de gamme, ils auront suivi les mêmes tests. C'est une obligation. Les gonflages. Alors, le gonflage d'un pneu, on va être clair, en moyenne, ça va être entre du 2,3 kg et 2,5 kg. Ouais, en moyenne, après, tout dépend. Alors, en fait, sur chaque véhicule, sur chaque voiture, vous allez avoir dans la portière côté conducteur, dans la portière, hein, ça peut être, mais c'est côté conducteur, dans la portière côté conducteur, vous allez avoir le constructeur qui vous donne une information sur le gonflage des pneumatiques. En général, par contre, le gonflage des pneumatiques, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, on va vous le donner chargé et à vide. Et on va vous donner tout le temps on va vous donner ces informations, mais par contre, ce sera toujours à froid. Donc, ce qu'il faut penser, c'est qu'on n'a pas forcément non plus un gonfleur à la maison pour gonfler ses pneus. Donc, il va falloir ajouter tout le temps à notre gonflage environ 0,3 bar, parce que l'air, c'est en bar. Hein. D'accord. Donc, après, quand vous êtes chargé, vous allez devoir aussi respecter cette grille du concessionnaire pour pouvoir gonfler votre pneu comme le concessionnaire vous l'indique. Et ça, il faut faire très attention parce que rouler sous-gonflé, ça va permettre d'avoir un éclatement beaucoup plus rapide du pneu. Moi, je vous conseillerais de rouler légèrement surgonflé. Alors attention, j'ai dit le mot légèrement. Quand je dis légèrement, c'est 0,3 bar maximum, pas plus. Parce que si on roule surgonflé, trop surgonflé, il y a un risque d'éclatement aussi et on va user aussi son pneu beaucoup plus rapidement. Voilà. Mais en règle générale, c'est en moyenne entre 2,5 et 3 bars à peu près. Mais tout dépend des véhicules et tout dépend du concessionnaire.
Il y a des normes au niveau concessionnaire. Alors, les crevaisons, bon, bah, très clairement, la plupart du temps, soit vous avez une bombe anti-crevaison que vous allez pouvoir utiliser, ou alors vous avez une roue de secours ou galette. Alors, par contre, la galette, à la différence de la roue de secours où vous allez pouvoir rouler normalement, la galette, c'est un pneu qui sera plus petit, moins large, et qui va vous permettre de rouler à 80 km/h au maximum. Donc surtout, respectez bien ça. Et ça va vous permettre d'aller à un garage pour réparer votre pneu actuel. Alors pourquoi en fait ils n'ont pas systématiquement mis aussi des roues de secours? Bon, premièrement, ça coûte moins cher au concessionnaire. Voilà. Mais surtout qu'en fait, on se rend compte que si on crève et qu'on change un pneu, ben, il faut changer le pneu de l'autre train. Il faut avoir les 2 mêmes pneus avec la même usure sur le même essieu. Donc, au final, il vaut mieux avoir une galette, faire réparer le pneu s'il faut. Voilà, parce qu'un pneu, ça peut se faire réparer si on a une crevaison au bon endroit, plutôt que de devoir à chaque fois changer les pneus à la moindre crevaison. Alors juste, dans une autre vidéo, celle d'hier, je crois, non, celle de mercredi, pour la bombe anti-crevaison, on explique comment on se sert de la bombe anti-crevaison pour pouvoir, parce que des fois, on ne sait pas forcément comment on l'utilise. Exactement. Voilà. Exactement. Alors, un petit point justement sur les contrôles périodiques. Alors, Juste 2 secondes, Johan, pour revenir sur les pneus, pensez bien quand vous faites ce qu'on ne pense pas et que tout le monde ne fait pas, quand vous contrôlez la pression de vos pneumatiques, n'oubliez pas la roue de secours. Alors, la roue de secours, elle doit toujours être gonflée à la pression maximale, comme s'il était chargé, parce qu'on n'y pense pas souvent. Et quand on crève, si on arrive sur une roue de secours qui est sous-gonflée, voire dégonflée, ça la fout mal à ce moment-là. Donc, pensez bien à contrôler la roue de secours aussi. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Dans les contrôles périodiques, donc tous les 20 000, alors on va partir sur tous les 20 000 km, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les filtres à air, filtres à gasoil. Alors, tous les 1000 km, huile moteur, alors ça peut paraître beaucoup, mais il faut savoir que votre huile moteur, si jamais pour X ou Y raison, votre moteur a moins d'huile que le minimum sur la jauge, donc ça pareil, on en parle à plusieurs reprises sur des vidéos, ça va être tout simple, vous risquez de casser votre moteur. Idem pour le liquide de refroidissement. Voilà, ce sont des choses qui sont essentielles pour la durée de vie de votre moteur. C'est pour ça que tous les 1000 km vérifiés, c'est... Alors, il y en a qui vont nous dire, parce que c'est arrivé il n'y a pas très longtemps, en salle de code, en me disant oui, mais maintenant les voitures, elles détectent si on a un problème ou pas. Le seul problème, c'est quand la voiture le détecte, c'est qu'il est déjà presque trop tard, parce que c'est un voyant rouge qui va s'allumer. Et donc là, c'est un petit peu trop tard. Donc c'est pour ça qu'il faut bien le vérifier régulièrement. Donc environ tous les 1000 km, ce qui équivaut à peu près si on roule, on fait une moyenne classique, on va dire, c'est environ toutes les 3 semaines. Alors, roue de secours, est-ce que c'est conseillé ou obligatoire d'avoir? Alors, ce n'est pas obligatoire d'avoir une roue de secours. Par contre, c'est fortement conseillé. Vous pouvez avoir une bombe anti-crevaison, ça suffira. Il y a d'ailleurs des voitures neuves maintenant, ce sont simplement des bombes anti-crevaison. Hein. Ou juste un gonfleur, voilà, mais il n'y a pas d'obligation là-dessus. Voilà. Il n'y a pas d'obligation. J'espère avoir répondu à la question, ou alors peut-être que c'était est-ce que c'est obligatoire de vérifier la pression de la roue de secours? Très clairement, C'est fortement conseillé. voilà, c'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé parce que quand tu crèves, c'est là où tu peux avoir des petits remords par rapport à ça. Alors, c'est fortement conseillé et moi, je te l'oblige. Alors, liquide de frein. Alors c'est pareil. Pourquoi on va vérifier le liquide de frein? C'est tout simple, encore une fois. Si vous avez une perte enfin, si dans votre réservoir en fait du liquide de frein, vous arrivez au seuil mini, vous avez deux solutions. Enfin, vous avez deux réponses à ce problème. Le premier, vous avez le circuit en fait qui est percé. C'est-à-dire vous perdez du liquide. Donc c'est très dangereux, il faut l'amener au garagiste pour qu'il voit un peu d'où vient la fuite et qu'il répare la fuite. Ou alors, soit vous avez vos plaquettes qui s'usent et donc automatiquement, vu qu'il y a moins d'espace, il y a moins de liquide,
Donc, bah, automatiquement, vous avez le liquide qui est au mini. Dans les deux cas, si vous n'êtes pas mécanicien, amenez-le pour que le mécanicien contrôle. Donc, dans tous les cas, quand ça, c'est des organes de sécurité comme les freins, il faut s'arrêter le plus rapidement possible, d'accord? Et surtout, on fait appel à un dépanneur et on va au garage. On ne touche pas nous, on ne rajoute pas de liquide de frein, nous, jamais. On ne C'est rajoute jamais de liquide de frein. C'est un circuit fermé. Voilà. jamais. Il y a des spécialistes qui sont là pour ça et c'est un organe essentiel pour votre sécurité, donc ne jamais toucher vous-même, sauf si vous êtes mécano, bien sûr. Alors, la pression des pneus, bah, bien sûr, hein, vous allez la voir également, bon, les 1000 km. On va dire que très clairement, le matin, avant de prendre la voiture, vous faites le tour de votre voiture, vous regardez visuellement, déjà, c'est pas mal. Autre point, parce qu'il y a la pression des pneus, mais quelque chose qu'on ne dit pas tellement, en fait, c'est de vérifier, quand vous regardez l'usure des pneus, tournez aussi les pneus vers l'extérieur, donc de chaque côté, pour voir l'usure à l'intérieur du pneu du train avant. Pourquoi? Parce donc il arrive régulièrement que vous ayez un problème de parallélisme, c'est-à-dire que au lieu d'avoir les roues droites, elles sont légèrement vers l'intérieur ou vers l'extérieur, et donc vous pouvez user l'intérieur et ne pas vous en rendre compte. Et ça, c'est risque d'explosion du pneu et donc d'accident très très grave. Ouais, Simple. parce qu'on a tendance à regarder le visuel, ce qu'on voit visuellement, mais l'intérieur du pneu est super important. Pareil, souvent on voit des gens qui contrôlent leur pression des pneumatiques en mettant un petit coup de pied dans le pneu. Vous n'allez pas pouvoir le voir comme ça, c'est impossible, ça ne sert à rien. Déjà, on fait un premier contrôle visuel, et après, si on voit qu'il manque de la pression dans un pneumatique, on réajuste la pression très rapidement. Mais en mettant un coup de pied ou en secouant le pneu, on n'aura pas de vision dessus. Ça ne sert à rien, totalement. Alors, le contrôle technique, pourquoi? Alors, le contrôle technique, très clairement, c'est pour voir si vous n'avez pas un cercueil roulant. Voilà, je pense que j'ai bien résumé. Ouais, tu as super bien résumé là. Voilà. Voilà. Très clairement, une voiture, il ne faut pas oublier, ce sont des véhicules de plus d'une tonne pour la plupart, qui peuvent aller à plus de 100, enfin, qui peuvent aller à plus de 90, donc jusqu'à 130 km/h, je le rappelle. Et donc, ça peut être des engins que s'ils sont en mauvais état, ça peut faire beaucoup de dégâts. Encore une fois, au contrôle technique, ils vont voir ce qui va être rédhibitoire pour l'obtention du contrôle technique, ce sont les organes de sécurité, principalement. Ça va pas être Tous autre chose. les organes de sécurité, tous. Voilà. Alors, pour les véhicules neufs, alors tu me dis hein, si je me trompe, mais c'est tous les 4 ans pour les véhicules, quand on achète un véhicule, le premier contrôle qu'on va faire, et ensuite tous Il les est... 2 ans. Ouais, vas-y. Voilà. Alors, en fait, le premier contrôle, c'est à son 4e anniversaire. Et après, c'est tous les 2 ans. Voilà. Il sera répété tous les 2 ans. Par contre, en cas de vente de véhicule, il faut qu'il ait moins de 6 mois. Ouais, important à dire ça. Ça Ouais. tombe assez régulièrement, ça, au code. Alors, les vérifications intérieures-extérieures. Alors, nous avons mis sur la chaîne YouTube d'ailleurs 2 vidéos spécialement pour ça, avec notre expert Yannick, qui pourra vous expliquer tout ça en direct live. Donc, voilà. Je ne vous répondrai pas là, par contre, hein. Ça va être compliqué de vous répondre. C'est relativement bien, mais bon, en gros, comme c'est dit, là, ici, pour le contrôle technique, c'est vraiment une vérification de l'aspect et l'état du véhicule, très clairement. Et sinon, si vous avez une contre-visite, ça sera pour des réparations obligatoires. Typiquement, réparation obligatoire, vous avez les pneus qui sont totalement lisses, vous avez les plaquettes de frein au disque, vous avez les Ceinture de sécurité défaillante. ceintures de sécurité défaillantes, enfin voilà, des choses qui Les sont feux, vraiment les feux, enfin tout ce qui est organe de sécurité. Les feux, si on a un rétroviseur cassé, enfin, surtout celui de gauche, celui de droite, c'est moins important parce qu'il n'est pas obligatoire. Si on a un feu, la vitre du feu cassée, enfin, tous ces éléments essentiels de sécurité. Alors maintenant, passons au chargement et aux remorques, le nombre de passagers au maximum. Alors ça aussi, c'est une question qui revient assez régulièrement et beaucoup se font avoir. Parce que dans un véhicule, on peut monter à 9 au total, mais on peut avoir uniquement
8 8 passagers. passagers. Voilà. Donc ne vous faites pas avoir par ce genre de questions. C'est un peu dommage, n'est-ce pas? Alors, en sachant qu'à partir de 9, c'est un transport en commun. À partir de 9 passagers. Donc c'est pour ça d'ailleurs que les fourgons ou n'importe sont équipés de 8 places passagers. L'âge minimum pour le siège avant, donc bizarrement, ça coïncide avec l'âge de 10 ans, qui est l'âge au-delà duquel on n'a pas besoin de siège auto. Voilà. Par contre, pourquoi on ne peut pas avoir un siège auto à l'avant du coup? Alors, on peut l'avoir, mais dans des cas exceptionnels. Alors, Si on n'a pas de place à l'arrière, typiquement du style un véhicule ex- de société? exactement, si on n'a pas de place à l'arrière, si c'est un véhicule de société, ou si, par exemple, vous avez 4 enfants avec un véhicule 5 places, vous allez mettre le plus grand devant, mais si le plus grand a moins de 10 ans, il faudra le mettre sur son siège. Mais en règle générale, un enfant sur un siège doit être à l'arrière du véhicule. C'est une obligation, c'est comme ça. Ça a toujours été et c'est la sécurité routière qui l'oblige En fait, si vous voulez, il y a quelque chose qui rentre en jeu aussi quand vous avez des enfants en bas âge, c'est qu'ils aiment bien toucher à tout. aussi. Voilà. Donc, alors autant vous dire que sur autoroute, si d'un coup votre gamin fait 5e, 3e, voilà, c'est pas bien bon. C'est pas bien bon, hein, on peut dire, on peut résumer comme ça, hein, n'est-ce pas? Ouais, Voilà. par exemple, par exemple. Les chargements, donc remorque pour le coffre. Alors, pensez à bien attacher les objets. Alors souvent, on va avoir des espèces de petits crochets dans le coffre. Ils sont faits pour ça, ils sont pas faits pour faire joli. Ils sont faits pour accrocher les objets et éviter qu'ils se baladent, mais surtout en cas d'accident, qui partent pas n'importe où, très clairement. Le toit, alors, il y a une règle, voilà, alors on va prendre le super véhicule. Et elle est beau celui-là. On ne se moque pas, Yannick. Ah, il est beau. Ah, celui-là, je le kiffe, il est beau. Moi, je me Alors, fais beau. quand on transporte quelque chose sur le toit, il ne doit pas dépasser de plus d'1 mètre. Sinon, il peut aller jusqu'à 3 mètres, mais il va falloir rajouter un petit dispositif rétro-réfléchissant. À partir d'un mètre, soit dispositif réfléchissant ou quelque chose qui se voie de très très loin. Ouais, Mais là, c'est c'est le 1 mètre obligatoire. par 3 mètres. Autant pour moi, je À, me suis. par- à partir d'un mètre. Hein. À partir d'un mètre. Moins d'un mètre, on n'a pas besoin. C'est pas obligatoire, mais c'est conseillé, fortement conseillé. Moi, je vous le conseille fortement pour éviter de surprendre les usagers de derrière. Et à partir d'un mètre jusqu'à 3 mètres. D'accord. Mais de bien faire voir aux autres usagers que vous avez euh, une charge qui va dépasser de votre véhicule. Par contre, si on regarde devant, on n'a pas le droit de dépasser devant. Tu vois, on a parlé de l'arrière, mais pas du devant. Devant, c'est interdit de dépasser. Hein. Tout à fait, tout à fait. Alors, pour le vélo, si jamais votre vélo cache la plaque d'immatriculation, vous devez avoir une autre plaque que vous allez coller dessus. Sauf que normalement, aujourd'hui, tous les porte-vélos homologués, on doit l'avoir, normalement. Parce que normalement, alors si c'est un véhicule, par exemple, vous l'achetez directement avec le porte-vélo constructeur, vous allez avoir la plaque d'immatriculation qui va sortir avec le porte-vélo constructeur directement. Si c'est un porte-vélo qu'on va acheter dans le commerce, automatiquement, si la plaque ne se voit pas, on devra la rajouter. Alors attention, pas la mettre de travers comme on l'a vu sur certains véhicules, vraiment la mettre droite et correctement et conforme. Alors, remorque, permis B ou permis EB? Alors ça, c'est la bonne question. Ou B96, soit dit en passant. B96. Il y a B, B96 et permis E pour une remorque beaucoup plus grosse. Alors, il y a le poids à vide et le PTAC, donc poids total en charge, en gros. En charge. Quelles sont les limites, justement? Les limites pour le permis. Alors, pour le permis B96, par exemple, on peut conduire aujourd'hui votre véhicule B avec une remorque chargée, mais il ne faut pas que l'ensemble des deux dépasse 4250 kg. Si on dépasse 4250 kg,
Attention, chargé, j'ai dit, hein. Si on dépasse 4250 kilos, on devra passer le permis B96. Donc, par exemple, comme pour Non, permis E. permis E, excusez-moi, permis E. Permis E, voilà, c'est pour toutes les grosses remorques. Alors, 4250 kilos, ça commence à faire déjà un poids, un certain poids, hein. Après, quand on parle du poids à vide de la voiture, poids à vide, c'est quand il n'y a pas de chargement dans son véhicule. Et poids total en charge, c'est le poids total qu'il peut supporter. Alors, à bien regarder, on en a parlé un petit peu, c'est sur les cartes grises du véhicule. Sur la carte grise du véhicule, vous avez le poids total en charge à ne pas dépasser sur le véhicule. Il ne faut surtout pas aller au-delà parce qu'après, on va avoir forcément un risque d'accident et un risque d'éclatement des pneumatiques. Alors, l'immatriculation de la remorque, jusqu'à 500 kg, même plaque que la voiture. Au-delà, ça sera donc la remorque aura une carte grise. Exactement. En fait, chaque véhicule, donc là, moins de 500 kilos, la remorque et la voiture auront la même immatriculation, ça sera considéré comme le même véhicule, sauf qu'au-delà de 500, au-delà de 500 kilos, la remorque aura sa propre immatriculation. Donc, ce sera deux véhicules indépendants. Les freins. Alors, ça paraît, jusqu'à 750 kg, les freins sur la remorque ne sont pas obligatoires. Obligatoire. Voilà. Au-delà, par contre, oui, la remorque doit disposer de son propre système de freinage. Alors, rétroviseur et éclairage. Donc, il y a vous avez dû sûrement voir avec, par exemple, les grosses caravanes, des rétroviseurs extérieurs supplémentaires. Sauf que la dernière fois, tu parlais d'une règle par rapport à ces rétroviseurs supplémentaires, non? Par rapport au rétroviseur, par exemple, ces rétroviseurs extérieurs, si votre véhicule est assez important et que vous n'avez pas de vision sur les côtés, il faut mettre des rétroviseurs extérieurs plus larges pour avoir une meilleure visibilité. C'est cela que tu parlais? Oui, voilà, c'est ça, ouais. C'est ça. On parlait de ça. On parlait aussi des véhicules. Je crois qu'on parlait des véhicules à remorque et des véhicules qui n'ont pas aussi de vitres. On parlait. Oui, tout à fait. En fait, c'est des rajouts au niveau de vos rétros, en sachant que ce n'est pas des rétros qui vont vous permettre de voir dans les angles morts. C'est pour voir un maximum de choses. Parce que, par exemple, si on a une remorque à l'arrière du véhicule, avec vos rétros extérieurs, on n'aura pas une bonne visibilité pour voir, parce que votre rétro va vous permettre de regarder loin sur le côté, et l'angle mort va vous permettre de regarder à côté du véhicule. Le rétro extérieur va vous permettre de regarder loin, et si on a une remorque, on ne verra pas assez loin. Donc là, on va mettre un rajout, ou pour la caravane aussi, hein. C'est essentiellement aussi pour les caravanes, pour qu'on puisse voir beaucoup plus loin sur le côté. Voilà. Aussi, donc les feux stop et les clignotants sont obligatoires si le PTAC est supérieur à 500 kg. 500 kilos. PTAC, donc poids total en charge, précise. Donc voilà, mes chers amis. Permis à point, un petit point. Un tout petit point. Ah, j'en peux plus. Alors, permis Ça va pas probatoire. bien, toi. Ça va pas bien. Ah non, mais je te jure. Permis probatoire, donc on commence avec 6 points. Si on fait une formation classique, c'est-à-dire hors conduite accompagnée, on va récupérer 2 points par année. Donc au bout de 3 ans complètes effectués, on aura récupéré 12 points. Enfin, on Donc, aura 12 points sur le permis de conduire. ouais. Et on n'a pas fait de bêtises. Et pour les conduites accompagnées, par contre, ce n'est pas en 3 ans, mais en 2 ans qu'on récupère les 12 points. Alors, la traditionnelle ou conduite supervisée aussi, hein. C'est c'est la même chose, hein. Oui, conduite Supervisée, supervisée, pas les avantages de la conduite accompagnée. exactement. Alors ensuite, pour le permis à 12 points, bon ça c'était un peu... il date un petit peu, notre cher ami. Pour arriver aux 12 points, on vient de le dire, donc en classique, on met 3 ans, en conduite accompagnée 2 points. Les retraits de points, alors voilà, c'est ce qu'on a dit. En fait, on a tout répondu en premier. Alors, c'est bien, on a devancé le truc. Voilà, de manière classique, voilà, on perd les points au fur et à mesure. Période probatoire, ça bloque le fait de récupérer ces points. On pourra récupérer les 12 points qu'à la fin de la période probatoire. Exactement. En fait, on a devancé le PowerPoint parce qu'on s'est dit on va essayer de faire mieux que d'habitude et pas dépasser le temps imparti. C'est pour ça. On essaye. On essaye.
Épreuve théorique générale. Alors, un petit point sur l'ETG. Donc, bon, parce qu'au bout d'un moment, il va falloir passer cet examen et être débarrassé de nous. Il D'accord. s'agit de répondre à 40 questions sans la réponse. Alors, petite technique, entraînez-vous vraiment pas mal sur des tests sans réponse, parce que ça a l'air de rien, mais ne pas avoir certaines réponses, si vous avez un doute, vous allez penser qu'à ça. Donc, entraînez-vous à le faire régulièrement, en suivant le process que l'on indique en agence, hein, bien sûr, hein, par rapport au code, pour l'apprendre correctement. Mais surtout, dites-vous bien que si vous avez un doute sur une question, passez à autre chose. Voilà, vous avez 5 jokers. 5 fautes. Ouais, si on peut appeler ça des jokers, ouais. Ben, on va appeler ça des jokers pour Ouais, éviter de penser à ça tout le long du test, en fait. c'est ça, c'est ça. Voilà. Je dis pas Ok. qu'on va y aller au petit bonheur la chance. Parce Parce que qu'en fait, comme on explique en agence la procédure, après vous avez donc toutes les thématiques et après vous avez les séries 40 questions, mais essayez de faire des séries 40 questions sur la fin sans la réponse après, en ayant les réponses à la fin du test. Pas le mettre en mode pédagogique au bout. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va vous mettre déjà en condition aussi examen et d'éviter de penser à l'erreur que vous avez fait, comme Johan le disait. autre point, vous êtes des conducteurs confirmés. Donc, sauf si c'est précisé. C'est-à-dire que, très clairement, au niveau des limitations de vitesse, sur autoroute, ça sera 130 et non pas 110. Sur voie rapide, 110 et non pas 100. Sur les routes, encore les parcelles limitées à 90, ben, ça sera 90, non pas 80, etc., etc. Il y a pas mal de choses où vous êtes considérés comme des personnes expérimentées le Alors, jour. conducteurs confirmés ou expérimentés, c'est ceux qui ont dépassé le délai probatoire, hein. 3 ans ou 2 ans pour la conduite accompagnée. Et puis, le plus gros conseil que l'on puisse vous donner, c'est de vous zéner. Hein. Si vous avez appris les choses correctement, n'ayez aucun souci, ça devrait bien se passer. Le but, c'est En pas fait, de vous piéger, c'est de vous mettre en condition et de vérifier que vous ayez appris ce qui va vous permettre d'être en sécurité sur la route. exactement. Et alors, juste pour faire un ratio là-dessus, le code, il faut. Alors, j'insiste toujours là-dessus parce qu'on me dit, ouais, mais la théorie, c'est indépendant de la pratique. Non, la théorie va avec la pratique. C'est-à-dire que si vous avez travaillé votre examen du code correctement et que vous avez réussi après derrière, c'est parfait. Si vous l'avez bien travaillé, vous allez gagner du temps en conduite. Parce qu'en fait, il y a dans la formation conduite classique, vous allez avoir de la théorie. Mais si en amont, il a été bien travaillé, c'est des choses sur des points où on ne va pas revenir parce que vous avez déjà les compétences là-dessus. Donc, à ne pas oublier que la théorie va avec la pratique. Et ce n'est pas deux examens séparés. Les deux vont ensemble, hein.